Bonjour à tous et bienvenue dans On en parle à Taïwan qui est présenté cette semaine par Ming, Lisa et Sasa. Alors, de quoi allons-nous parler ? Alors de mon côté, aujourd'hui, je vais vous parler de la situation, de la pratique plutôt, et des règles en vigueur concernant les dons de sperme et d'ovocytes. Voilà, parce que c'est en question à Taïwan. Ok, et moi je vais vous parler de chats, avec l'inauguration d'un espace dédié à éduquer les gens sur la manière de s'occuper des chats et aussi à promouvoir l'adoption. D'accord, je croyais que c'était éduquer les chats. Je me suis dit, oh, ça va pas être simple. Alors de mon côté, je pense que j'ai le sujet le moins original cette semaine, puisque comparé aux dons de sperme et d'ovocytes et aux chats, moi je vais vous parler tout simplement de semi-conducteurs et de sciences humaines et sociales et de marché boursier. Okay. Ah. Alors on commence par quoi ? Par les chats, non ? Allez, on peut commencer. Alors, la ville du Nouveau Taipei a inauguré lundi, le 17 août, dans l'arrondissement de Banqiao, dans le sud du Nouveau Taipei, un endroit d'un genre nouveau, baptisé la Maison des Chats Heureux, qui a été construite comme une annexe, en quelque sorte, du refuge animalier public de Banqiao. Donc, c'est un espace qui a été décrit par la mairie comme un espace d'éducation et de démonstration, le premier de ce genre dans tout Taïwan. Alors, qu'est-ce que ça a de spécial ? Il s'agit tout d'abord de créer un espace où les gens qui cherchent à adopter un chat peuvent venir interagir avec eux, avec des chats qui sont proposés à l'adoption par le refuge. Donc l'autre but principal de cet endroit, c'est aussi enseigner aux potentielles familles adoptives, mais aussi aux personnes qui ont déjà des animaux, comment interagir avec les chats et comment leur fournir un environnement à la maison qui est adapté à leur comportement et à leurs besoins physiques naturels. Donc, à cet effet, a été prévu au sein de ce lieu un espace qui reproduit la configuration d'un appartement pour enseigner aux visiteurs différents sujets tels que la préparation à l'adoption, les soins quotidiens, la santé du chat, sur la manière de s'occuper d'un chat vieillissant, par exemple. Les miaulements pour réagir aux différents cris. Mais c'est vrai que préparer la maison à l'adoption, ça peut être quelque chose de vraiment très important. Donc, séparer le nouveau chat dans une salle. Enlever tous les rideaux aussi. Séparer des autres animaux, faire le contact, introduire le contact petit à petit, ce genre de choses qui sont importantes. Alors, la vice-directrice du bureau de la protection animale et de l'inspection sanitaire du Nouveau Taipei, Pao Haini, a justement indiqué que l'espace visait à aider les gens à comprendre comment se comporter avec les chats, mais aussi le type d'environnement dont ils ont besoin. Donc les tours ou les fameux arbres à chats qui peuvent leur permettre de se tenir en hauteur et d'observer leur environnement, puisqu'ils aiment bien ça, ou alors se faire leurs griffes. La manière d'entretenir une litière ou combien de litières mettre chez soi. Par exemple, les experts recommandent en général une litière de plus que le nombre de chats dans l'appartement. Ou encore des endroits pour se cacher, ainsi que des pentes plus douces ou des marchepieds pour les chats les plus âgés qui ont des problèmes d'articulation. D'accord, oui. Il faut penser à tout, en fait. C'est plein de petites choses. Oui. Donc pour ce qui est de la promotion de l'adoption, les visiteurs peuvent réserver un créneau à l'avance d'environ 30 minutes pour interagir avec des chats. C'est une politique qui vise à donner la chance aux potentiels adoptants de voir si la personnalité du chat convient à eux ou à leur famille. Mais c'est du speed dating, ça. C'est ça. Speed dating. C'est ça. On tire au numéro. Donc, si ça convient à leur contexte familial, par exemple, ou à leur style de vie. Donc, avec l'idée de réduire le risque de retour ou d'abandon. Et si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'était aussi pour faire le lien avec l'émission Graines de Business, puisque cette semaine, il y a un épisode qui propose l'interview d'un Taïwanais qui tient un café refuge pour chats, où il s'occupe avec sa femme de 56 chats au total. Oh là là. Donc, il a recueilli au fil des années. Et l'idée de ce café à chat, justement, contrairement à certains cafés qui sont plutôt à but lucratif, c'est de permettre de promouvoir l'adoption en offrant un espace pour interagir avec les chats, pour permettre aux gens de s'assurer que la personnalité convient, que ça matche. Et parce que voilà, chaque chat, comme les humains, ont leur propre personnalité. Donc, il explique justement qu'il a mis en place tout un système et un processus bien rodé avec des conditions d'adoption assez strictes, pour être sûr que l'animal ne sera pas rendu au bout de quelques jours ou de quelques semaines, mais aussi que l'environnement où le chat va aller est bien adapté aux besoins et au comportement naturel des animaux, des chats en l'occurrence. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter cet épisode de Graines de Business qui a été publié cette semaine, jeudi 20 août, sur notre site internet. Après les chiens, les chats, quoi. J'ai bien aimé l'épisode sur les chiens. Moi, je suis plutôt dans la team chien et toi dans la team chat, j'ai l'impression. Oui.
Alors, le centre a aussi prévu qu'il y aurait au maximum 6 à 8 groupes autorisés à interagir avec les chats chaque jour, du mardi au dimanche, en raison de l'espace limité, mais aussi pour pas trop oppresser les chats, pour pas qu'ils aient du public tout le temps, parce que ça peut peut-être les... des zoos, en fait. Oui, et puis ça peut les surcharger émotionnellement, on va dire, pour qu'ils aient un peu de tranquillité. Et il y a même la possibilité pour les groupes qui ne parlent pas mandarin de le mentionner dans la réservation et d'être accompagnés par un bénévole pour la traduction vers l'anglais. Donc, vers le miaulement. Vers la langue chat. Il n'y a pas encore d'interprète vers la langue des chats. Il y a aussi quelques recommandations pour ces sessions. Donc, par exemple, laisser le chat initier le contact, ne pas aller les attraper et les prendre dans les bras, mais leur laisser le temps de s'habituer à notre présence et de s'approcher de nous doucement d'eux-mêmes, en accord donc avec le comportement naturel des chats. Donc c'est pour ça que souvent, quand il y a un groupe d'amis quelque part, la personne qui ne fait rien et qui a les bras croisés sur le canapé, c'est sur lui que les chats viennent. C'est l'euro désigné. Voilà. Ensuite, le maire du Nouveau-Taipei, Hou You-yi, qui était aussi présent à cette cérémonie d'inauguration, a indiqué qu'il y avait environ 370 000 chats et chiens enregistrés comme animaux de compagnie dans le Nouveau-Taipei, dont près de 180 000 chats. Et il a aussi précisé que le nombre d'enregistrements de chats était ces dernières années presque le double de celui des chiens. C'est devenu obligatoire aussi, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça. Et donc, c'est une tendance que l'on retrouve aussi au niveau national, parce qu'en 2025, une étude du ministère de l'Agriculture avait estimé que la population des chats de compagnie était de 1,74 million, soit 32,8% de plus que les 1,31 million recensés en 2023, alors que la population de chiens de compagnie a, elle, diminué, passant de 1,46 à 1,2 million de 2023 à 2025. Donc, il y a en effet l'effet puce obligatoire et enregistrement obligatoire qui joue, mais pas seulement, puisque la population des chiens a, elle, diminué, alors que celle des chats, elle augmente. Donc, si vous êtes intéressé par l'adoption d'un animal de compagnie, surtout, n'achetez pas des animaux dans les magasins. Vous pouvez vous diriger vers un refuge public. Donc, rien que dans le Nouveau-Taipei, il y a en ce moment 142 chats et 823 chiens disponibles à l'adoption dans les 8 refuges publics de la ville. Et ce sont au total 2879 chats et 876 chiens qui ont été adoptés au cours de l'année passée dans cette ville. Donc, il y a quand même un bon rythme aussi pour les adoptions qui permet un renouvelant, même s'il y a sans doute pas assez de place et que les animaux vivent de manière encore trop serrée. Donc, heureusement qu'il y a des endroits qui proposent aussi de manière privée des endroits pour recueillir ces animaux. Eh bien, merci beaucoup pour cette info. J'imagine que la liste d'attente est déjà complètement pleine à Banqiao. Je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Personnellement, j'ai envie d'y aller, mais pas pour adopter, mais pour... Juste pour caresser les chats. Pour caresser les chats. C'est ce que je me suis dit aussi en lisant le... Ils sont tellement adorables. Voilà. En fait, l'une des raisons qu'il y a de plus en plus d'animaux, de chiens et de chats de compagnie à Taïwan, c'est que les Taïwanais font de moins en moins d'enfants. Voilà. Et l'une des politiques récemment annoncées par le gouvernement pour encourager la naissance, donc ça comprend différents volets, on le sait, mais il y a aussi une aide supplémentaire pour aider à la procréation artificielle. Voilà. Et c'est dans ce sens que les Taïwanais s'interrogent de plus en plus de règlements en place et ça nous donne occasion, en fait, d'en parler. Alors, donc... C'est assez complexe dans le sens où les Taïwanais peuvent faire des dons de sperme et d'ovocytes. Et justement, c'est à partir des années 90 où c'est autorisé à Taïwan, où c'est mis en pratique. Mais le gouvernement a proposé un projet d'amendement de la loi en vigueur afin d'élargir la catégorie de personnes qui peuvent solliciter une procréation médicalement assistée, en fait. Parce que jusqu'à présent, seuls les couples mariés peuvent profiter de ce genre d'assistance. Mais le gouvernement et le projet de loi est passé déjà en première instance, vise à élargir cette possibilité aux couples homosexuels aussi et aux femmes célibataires. Et dans la politique récemment annoncée, c'est que le gouvernement envisage aussi d'élargir la subvention pour des familles de revenus moyens ou faibles en fait. Et donc pour des couples qui souhaitent avoir leur premier enfant,
par PMA, en fait, la subvention est plafonnée à 150 000 dollars taïwanais, donc environ 4 000 euros, à la condition que c'est un couple dont l'âge de la femme ne dépasse pas 39 ans. Voilà. Et pour les femmes dont l'âge est entre 39 ans et 45 ans, la subvention est plafonnée à 3 400 euros environ. Voilà, ça c'est toujours pour avoir un premier enfant. Et il existe aussi une subvention aussi mais moindre, pour les deuxième voire troisième enfants. C'est 100 000 dollars taïwanais, donc environ 2 600 pour les couples de moins de 39 ans et environ 2 100 euros pour les couples âgés entre 39 ans et 45 ans. Et pour les dons de sperme et d'ovocytes, l'âge ces personnes, des donneurs en fait, est en train d'être revu à la baisse. Actuellement, pour les donneurs hommes, il faudrait qu'ils soient âgés entre 20 et 50 ans. Pour les donneuses, en fait, c'est entre 20 ans et 40 ans. Et la loi aimerait bien la baisser à l'âge de 18 ans. Mais l'âge maximal, il voudrait le baisser à 40 ans pour les hommes, en fait, en vue d'avoir une meilleure qualité de spermatozoïdes. Et bien sûr, il y a un contrôle médical, en fait, on pourrait dire, pour tout donneur. Donc, on va vérifier la situation de santé, s'il y a des maladies familiales, s'il y a des maladies transmissibles et toutes sortes de maladies héréditaires qui nuisent aussi à avoir un bébé entièrement en bonne santé. Voilà. Et est-ce que les donneurs peuvent recevoir une subvention? Oui, la loi autorise au couple qui réussit à avoir un bébé grâce à un donneur, tout en sachant que le donneur doit être anonyme. Et la somme maximale est de 99 000 dollars taïwanais pour les femmes et 8 000 dollars taïwanais pour les hommes. Donc il y a un écart parce que c'est beaucoup plus risqué en fait sur le plan opération. Pour les femmes, c'est plus invasif. Et je voulais savoir s'il y avait une possibilité, par exemple, de levée partielle d'anonymat pour les enfants quand ils arrivent à leur majorité, les enfants issus de PMA, est-ce qu'ils ont le droit de connaître certaines informations sur leur donneur? Justement, c'est en discussion aussi lors de la procédure d'amendement de la loi sur le PMA actuellement. Et le gouvernement aimerait qu'il est possible pour l'enfant de vérifier le groupe sanguin, la croyance et les centres d'intérêt du donneur sans dévoiler l'identité réelle de la personne. Oui. Soit tu dis qui c'est, soit... non, mais en France, c'est aussi comme ça. On peut dire qu'est-ce qu'il aimait comme centre d'intérêt. Je sais pas exactement quelles sont les informations. Je pensais qu'en France, c'était juste pas possible, en fait. Non, depuis 2021, c'est possible. D'accord. Juste pour connaître un peu cette personne qui aimait faire, je sais pas, en fait. Je connais pas le genre de curiosité qu'on peut avoir, en fait. Et sinon, chaque personne ne peut faire une seule don réussite. En fait, si on réussit à avoir un bébé à partir de son don, on n'est plus autorisé à faire des dons par la suite. Apparemment, en France, on peut demander l'identité, les caractéristiques non identifiantes, donc profession, âge, situation familiale, etc. D'accord. Ce genre d'informations. Je ne savais pas. Donc, on disait cet assouplissement de la loi vient en fait que de plus en plus de Taïwanais se marient tard et ont des enfants plus tard, et ce qui sollicite le besoin en fait d'avoir recours à la PMA. Et selon le centre de dons de ce type en fait de Taipei, et d'après les informations du ministère de l'Intérieur, si la loi passe, il y a environ 520 000 personnes qui sont donc des femmes célibataires entre 35 ans et 44 ans qui pourront profiter de cette loi, et environ 9 700 couples lesbiennes en fait qui peuvent en profiter. Voilà. Donc ils estiment que le besoin de dons va être en augmentation. Ils pensent qu'il va avoir au moins 25 000 personnes de solliciter dans un proche avenir. Voilà. Et ça nous permet aussi de parler du nombre de femmes qui font la congélation
Des ovocytes. Des ovocytes. Et apparemment, selon les données aussi de ce centre de Taipei, le nombre a augmenté de 30% durant les 5 dernières années, pour la plupart du temps pour les femmes entre 31 et 35 ans. Globalement, c'est plutôt pour elles-mêmes quand elles seront âgées ou c'est pour... d'accord. Oui, ils aimeraient bien. Parce que la loi, justement parce que jusqu'à présent, la loi impose que la PMA peut se faire uniquement pour un couple marié. Alors que si ces femmes souhaitent avoir d'enfants sans avoir un partenaire, elles ne pouvaient pas avoir. Tu veux dire pour avoir la subvention? Non. Pour profiter. Pour avoir le droit même pour pouvoir avoir le droit de le faire. Oui, et c'est pour ça la loi est en train d'être amendée et c'est bloqué, ça avance difficilement dans le sens où certains députés, notamment de l'opposition, souhaitent inclure la partie de gestation pour autrui, notamment le TVP. dans cette loi, dans cet amendement en fait, et ce qui complique la situation aussi. Ouais, c'est pas vraiment la même chose en plus, mais du coup, ça... si on met tout dans le même package, il y a moins de chances que ça passe. Ouais. Ce qui fait que le centre de Taipei a comparé avec la situation des États-Unis. À Taïwan, le nombre de femmes qui utilisent leurs ovocytes décongelés en fait dans les 10 ans après le début de congélation, c'est seulement 8%. Oui, mais après, ça s'est popularisé, c'est seulement en train de se populariser maintenant, et encore. Non, mais c'est quand même encore rare, donc je pense que c'est difficile d'avoir un avis aujourd'hui. C'est pas une pratique qui est popularisée depuis très longtemps, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est pas depuis très longtemps et c'est pas autorisé non plus, ils sont pas mariés. Et du coup, toutes ces situations font qu'ils ont eu recours à la congélation d'ovocytes sans les utiliser par la suite. Alors aux États-Unis, c'est environ 38% en fait. Et des petites précisions en fait, et c'est-à-dire si on a fait des dons, que ce soit de sperme ou d'ovocytes, est-ce qu'on peut demander la détruire selon votre avis? Je sais pas, honnêtement. J'imagine que oui. Ouais. En fait, on peut pas. Ah ouais? À moins que le donneur se rende compte par la suite qu'il a lui-même des problèmes de conception et qu'il a besoin de récupérer ses propres dons pour utilisation, en fait, son propre utilisation. Voilà, c'est une possibilité et on ne peut pas désigner à qui on souhaite donner ses propres dons non plus. Voilà, c'est à peu près tout. À suivre quand même pour voir si ça va vraiment être adopté au Parlement, c'est ça? Oui, j'espère que ça va passer vite parce que je ne vois pas pourquoi seules les femmes mariées peuvent avoir droit d'avoir une PMA en fait. Voilà. Ok, alors de mon côté, je vais vous parler de la superstar taïwanaise dont tout le monde parle tout le temps quand même, TSMC. Bien sûr. L'entreprise J'étais en train de me demander qui c'est. L'entreprise de semi-conducteurs qui marche tellement bien que tous les Taïwanais que je connais, même les paysans, ont des actions, spéculent en bourse tous les jours. Voilà. Je vais vous parler aussi tout à l'heure du revers de la médaille, entre guillemets, le fait que les filières de sciences humaines et sociales sont de plus en plus délaissées à Taïwan, en raison du boom de l'intelligence artificielle et tout ça. Alors, je vais parler notamment d'un article de Commonwealth. J'avais déjà parlé de pas mal d'articles de Commonwealth dans On en parle à Taïwan. Ils ont des articles très intéressants. Notamment, il y a eu sur la consommation en eau de TSMC. Il y a eu aussi le fait que Taipower avait prévenu que TSMC consommera bientôt l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires. Donc, waouh, il faut être préparé. Mais bon, pour l'instant, malgré ces défis, le gouvernement taïwanais voit les choses plutôt de manière positive. Déjà, au niveau de la défense, ce bouclier de silicium, entre guillemets, le gouvernement espère que ça va le protéger vis-à-vis de la Chine en rendant toute attaque ou annexion trop grave, puisque ça aurait des conséquences sur l'économie du monde entier. C'est pour ça qu'on surnomme TSMC Huguo Shenshan, la montagne sacrée qui protège Taïwan. Et le gouvernement se réjouit aussi de la croissance économique, donc tirée principalement par le secteur des semi-conducteurs. Nous aussi, parce qu'on va recevoir un don de $10,000 taïwanais l'année prochaine. Voilà, je vais en parler. Donc en fait, Taïwan devrait connaître, selon le gouvernement, un taux de croissance de 11% en 2026, la plus forte croissance depuis 39 ans.
Et donc, le gouvernement a prévu, comme tu disais, de redistribuer les fruits en donnant 10 000 $ taïwanais, environ 270 € à chaque Taïwanais en 2027, pardon. En 2027, oui. On va y arriver. Et en tout cas, il va l'inscrire au budget. Je ne sais pas comment il sera voté, le budget, mais voilà. Ça va quand même... Sans avoir recours à la dette. Oui, normalement. Mais est-ce que ça va suffire à vraiment résoudre les problèmes d'inégalité qui sont en train de se creuser énormément à Taïwan? Bien sûr, je pense que... Ça ne résout pas le problème. Voilà, ça ne suffit pas. Donc, comme on en a déjà parlé, il y a une espèce de croissance en cas avec vraiment les ingénieurs en semi-conducteurs, les dirigeants du secteur technologique qui voient leur fortune exploser, tandis que les secteurs manufacturiers plus traditionnels et les services ont tendance à voir les salaires stagner et malgré l'inflation en fait, de l'économie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la bourse, puisque Commonwealth s'interroge. Donc, le titre de l'article, c'est « Surendettement, la flambée boursière de Taïwan représente-t-elle un risque pour la sécurité nationale ?» Très intéressant. Alors, en mai dernier, la bourse taïwanaise, on en a parlé sur notre antenne, est devenue la 5e plus importante au monde en capitalisation. Mais il y a un éléphant dans la bourse, TSMC, qui représente de 60% de... 40%. 40%. 42%, c'est déjà beaucoup. Oui, 60%, waouh, ce serait énorme. Qui représente donc 40% de la capitalisation boursière totale. Et le magazine se demande dans ce contexte si Taïwan est vraiment préparé aux risques et à leurs conséquences potentielles. Alors, quels risques ? Alors déjà, le magazine commence par citer quelques exemples de la vie quotidienne. Par exemple, un ingénieur de TSMC qui avait mis en gage 30 millions de dollars taïwanais, soit près de 1 million d'euros, d'actions de TSMC en garantie d'un prêt. Puis, il a investi le produit de cette vente dans des contrats à terme sur actions individuelles. Bon, je ne comprends pas très bien, mais globalement, c'est un effet de levier sur un effet de levier sur un effet de levier, et voilà. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi, ça me rappelle les subprimes aux États-Unis. Mais... Et ça ne se limite pas aux riches ingénieurs, puisque Robert Zhou, un professeur de finance à l'université Zhengzhou, a entendu ses étudiants parler avec enthousiasme de la possibilité de gagner de quoi se payer un repas grâce au day trading, le fait d'acheter et de vendre des actions dans la même journée. Donc, certains jeunes vont même aussi jusqu'à croire qu'ils peuvent faire fortune comme ça. Je crois que j'ai déjà parlé à l'antenne. On connaît des personnes qui ont fait des emprunts jusqu'à 10 millions de dollars taïwanais en mettant en gage leur appartement pour pouvoir jouer à la bourse. Ouais, c'est vraiment fou. Il y a plusieurs amis taïwanais qui m'ont fait cette blague. Emprunte pour acheter des actions en bourse. Mais pour eux, c'était pas une blague, non? Non, c'était une blague, mais à moitié, je pense. Et j'ai aussi dans ton émission sur... Sans doute parce que c'est arrivé et que, voilà. Ouais. Dans ton émission aussi sur le salon de toilettage des chiens, le monsieur disait qu'il gagnait vraiment beaucoup d'argent en bourse. Sur l'épicerie. Ah, sur l'épicerie. Oui, l'épicier. Ça m'a vraiment impressionné, oui, tout ce qu'il gagnait, purée. Oui. Alors, c'était 2 700 € par mois, en moyenne. Par mois. Ouais. Parce qu'il fait aussi de la vente et des achats d'actions au jour le jour. Mais ça marche pas forcément pour tout le monde, puisque j'ai une voisine agricultrice qui a récemment perdu 10 000 $ taïwanais. Alors, c'est pas grand-chose, mais pour elle, ça représente beaucoup. Heureusement, il y aura les 10 000 $ taïwanais l'année prochaine qui rembourseront. Mais je connais aussi des Taïwanais des jeunes... que je connais qui sont devenus comme des zombies. En fait, ils sont tout le temps devant leur téléphone en train de regarder si c'est pas le bon moment d'acheter ou de vendre des actions. En tout cas, pour revenir à l'article, le professeur Zhou met en garde les jeunes en disant que le day trading, c'est un pari risqué et que selon les études, 99% des day traders finissent par perdre de l'argent. 99% ? Apparemment, ouais. C'est un professeur de finance. Et les jeunes lui rétorquent qu'ils investiront à long terme une fois qu'ils auront déjà gagné de l'argent. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y avait un article qui avait été publié le mois dernier où on apprenait qu'il y a 14,6, je crois, millions de Taïwanais qui ont un compte titre pour acheter des actions en bourse. Donc c'est vraiment sur 20 millions. C'est 23 millions. 23 millions, oui, 14 c'est énorme millions, en fait. Oui. Ouais. Parce que comparé à d'autres pays en
En Europe, c'est faut vraiment très élevé. Faut pas compter les enfants aussi, donc ouais. Il faut compter les enfants parce que les conseillers financiers encouragent les parents à créer des comptes pour les enfants, pour qu'ils apprennent dès très jeunes à faire des placements. Mais là, c'était à partir de... C'était à partir de la majorité, je crois. Et quand même. En tout cas, j'ai l'impression personnellement que les Taïwanais voient la bourse comme un jeu, mais un jeu, ça peut... Enfin voilà, il y en a toujours côtés, en fait. qui gagnent et d'autres qui perdent. En tout cas, le professeur Zhou a averti récemment que l'obsession des investisseurs particuliers pour le day trading et l'effet de levier pourrait conduire à une crise financière à Taïwan. Mais le boom de la bourse taïwanaise ne s'explique pas que par l'investissement des Taïwanais, puisque la banque d'investissement américaine Morgan Stanley et des centaines d'institutions étrangères ont aussi augmenté leurs investissements à Taïwan ces derniers mois. Et donc les 4 risques potentiels évoqués par le magazine, c'est tout d'abord le fait que Taïwan présente la plus forte concentration de marchés au monde. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, TSMC c'est 42% de la capitalisation. C'est quasiment du jamais vu dans le monde et la concentration des fonds ne peut a priori que s'accentuer compte tenu de la tendance des ETF, les paniers d'actions, à investir massivement dans les secteurs les plus porteurs et dans l'IA. Le deuxième risque, c'est la quête de meilleure performance et le fait que les gestionnaires de fonds continuent évidemment d'acheter les titres les plus performants, ce qui renforce un phénomène mimétique et le cours de TSMC s'auto-entretient. Mais il suffit d'une mauvaise nouvelle pour déclencher une vague de vente d'ETF qui provoquerait une vente massive d'actions par les actionnaires particuliers et institutionnels. Bref, ça s'appelle un crash. C'est une question de confiance en fait. Et quand il n'y a plus de confiance, c'est effectivement un risque. Le troisième risque, c'est que les actions des secteurs industriels non technologiques sont marginalisées et de nombreuses entreprises peinent à lever des fonds sur le marché et doivent recourir à des prêts bancaires. Et selon le magazine, certains chefs d'entreprise taïwanais plaisantent entre eux en disant « on ferait mieux de fermer nos usines et d'investir dans TSMC ». Quatrième risque, endettement massif des particuliers. On en a parlé tout à l'heure. Le montant de la dette accumulée pour acheter des actions à crédit a atteint un niveau record à Taïwan. Ces tendances conjuguées à l'augmentation des emprunts sur la valeur immobilière et des prêts personnels pour spéculer en bourse a créé ce que certains appellent un phénomène de ménage à 4 prêts. En fait, ils ont plusieurs prêts et du coup, une montagne croissante de dettes chez les investisseurs particuliers. Alors, pour conclure, le magazine rappelle qu'en période de hausse du marché boursier, les risques sont souvent négligés et le véritable test aura lieu lorsque la tendance se retournera et qu'un marché baissier s'installera. Donc le magazine demande « Taïwan sera-t-il en mesure d'assumer les coûts engendrés par l'appétit insatiable des investisseurs individuels et institutionnels pour les actions ?» Personnellement, je pense qu'au vu des 4 risques, ce serait bien d'y penser dès maintenant quand même. Être plus prudent en tout cas. Voilà. En tout cas, lors de la crise des subprimes en 2008, les banques ont été sauvées alors qu'elles étaient pourtant responsables. Et ce sont les gens qui ont subi les principales conséquences. C'est sûr. Alors, je voulais parler des sciences humaines et sociales, mais ce sera pour la prochaine fois, je pense, puisqu'on n'a plus le temps. Ah oui, on arrive déjà à la fin. Oui. Alors, donc, ainsi se termine, on en parle à Taïwan de cette semaine. J'espère qu'à l'issue de cette émission, on aura plus de chats, plus d'actions en TSMC et plus d'enfants aussi. Voilà, c'était Meg, Lisa et Sasa. À bientôt. On vous dit à la semaine prochaine.